Dans cette vidéo, je te propose qu'on voit ensemble un exercice complet qui est tombé au bac à l'année 2023 dans les centres étrangers. Et à travers cet exercice, on va revoir plein de choses, mais notamment les dosages spectrophotométriques, les dosages par titrage, et aussi un petit exercice d'incertitude type. C'est suffisamment rare pour être souligné. Alors cet exercice, il a la particularité d'avoir quand même pas mal de blabla, puisque de mémoire, il doit y avoir 2 ou 3 pages de blabla, donc avec des questions qui sont liées bien sûr à tout ce blabla. Alors ici, comme on est sur une vidéo, je vais pas forcément tout lire au fur et à mesure, on va voir un petit peu les choses essentielles au fur et à mesure des questions. Mais toi, si jamais tu veux faire les questions de ton côté en avance, bah hésite pas à mettre pause pour avoir le sujet sous les yeux. Et de toute façon, le sujet en PDF, il est facilement trouvable sur internet si jamais tu veux faire l'exercice avant pour t'exercer. Bref, on est parti avec la première question, sachant qu'il y en aura 9 au total. Dans la partie A, on va faire un dosage spectrophotométrique d'ion nitrate dans une eau. Et pour rappel, réaliser un dosage, ça revient à déterminer une quantité de matière ou une concentration dans une solution. Ici, dans la question 1, on nous demande d'indiquer la longueur d'onde qui est la plus adaptée pour réaliser ce dosage, donc sous-entendu le dosage spectrophotométrique. Et bien sûr, on doit justifier. L'énoncé, il nous précise que la solution qu'on va devoir doser, on la voit jaune. L'énoncé dit qu'elle prend une teinte jaune. Et que cette teinte, elle est plus ou moins prononcée en fonction de la concentration en ion nitrate et nos 3 de moins. Sachant que c'est la concentration en ion nitrate qu'on va chercher à déterminer. Et donc ici, ce qu'il faut se souvenir, c'est que lorsqu'on réalise un dosage, si on voit une solution d'une certaine couleur, alors ça signifie qu'elle absorbe au maximum la couleur complémentaire à la couleur que l'on voit. Ça se trouve avec ce que tu as sous les yeux qui s'appelle un cercle chromatique. Donc ici, on voit la solution jaune parce qu'elle absorbe au maximum la couleur complémentaire du jaune, c'est-à-dire vers le bleu. Alors ici, on te donnait pas de cercle chromatique, mais on te donnait un tableau. Et c'était là la petite difficulté, il fallait t'adapter aux données que tu as dans l'énoncé. Donc ici, bien sûr, pas besoin de connaître par cœur le cercle chromatique, ça n'a aucun intérêt. Il fallait juste se placer au niveau de la ligne des couleurs complémentaires, voir qu'on est dans le jaune, et que donc notre solution elle absorbe au maximum dans le bleu, donc ça c'est cohérent avec le cercle chromatique, c'est-à-dire qu'elle absorbe au maximum entre 424 et 491 nanomètres. Bon, et dans l'énoncé, on nous précisait un peu plus loin que le spectrophotomètre peut être réglé à quelques longueurs d'onde. Et la seule qui est dans la plage qu'on a trouvée, c'est 440 nanomètres, donc ça c'est la réponse à la question. Ici, le piège, bien évidemment, c'était de choisir cette colonne-là, donc 580 nanomètres. Ça, c'était une réponse fausse, et c'était le piège le plus évident dans lequel on pouvait tomber ici. On passe à la question 2, dans laquelle on nous demande, en utilisant une figure, qu'on va détailler un peu par la suite, de déterminer la concentration en masse en ion nitrate T1 de l'eau analysée. Donc ici, on nous demande bien une concentration en masse, pas une concentration tout court en mol par litre. Bien une concentration en grammes par litre ou en milligrammes par litre. On utilise la figure 1, donc qu'on a ici, et en lisant l'énoncé, on voit que l'absorbance mesurée de la solution, elle est de 0,48. Bon, sachant que pour une absorbance, il n'y a pas d'unité, donc c'est logique qu'on n'ait pas d'unité ici. On reporte 0,48 sur le graphique, on essaye de faire ça le plus propre possible. On regarde quand ça coupe notre courbe d'étalonnage, et on redescend sur l'abscisse. Et là, on lit directement la valeur de T1, donc la concentration en masse. Sachant que l'unité ici, elle est en grammes par litre, on a T1 qui est égal à environ 0,032 grammes par litre. Dit autrement, si on met ça en écriture scientifique, 3,2 fois 10-2 grammes par litre, ou encore 32 mg par litre. Dans la question 3, on va commencer à parler d'incertitude type, qu'on va noter UT1. Pour la détermination de l'incertitude type, on va estimer que l'incertitude type relative, elle est de l'ordre de 15%. Alors pour rappel, quand on parle d'incertitude type relative, généralement c'est donné avec un pourcentage, donc ici 15% de la valeur de la grandeur. À l'opposé, tu peux avoir des incertitudes type absolue. Par exemple, on te dirait ici que l'incertitude type absolue elle est de 0,1 g par litre, quelle que soit la valeur que tu as mesurée. La question qu'on nous pose, c'est d'écrire, en conservant un seul chiffre significatif, le résultat de la mesure de la concentration en ion nitrate T1. Donc pour rappel, T1 ça vaut ça, 3,2 fois 10-2 g par litre. Et donc on va devoir calculer UT1, l'incertitude type, sachant qu'on nous a dit que ça vaut 15% de T1. On fait donc 0,15 fois T1, 15% de T1. Si on détaille le calcul, ça donne ça, on utilise la calculatrice, on essaie de ne pas se tromper, et on trouve 0,48 fois 10-2. Alors attention à pas s'arrêter là, hein, dans l'énoncé on nous demande bien de conserver un seul chiffre significatif pour l'incertitude type. Donc on a UT1 qui est égal à 0,5 fois 10-2 grammes par litre. Et si on écrit le résultat de la mesure, ça donne 3,2 plus ou moins 0,5 fois 10-2 grammes par litre. Question 4, identifier le réactif titré et le réactif titrant lors du titrage de l'étape 2. Donc là, on passe dans la partie B, dans laquelle on va réaliser un dosage par titrage conductimétrique.
Donc si tu te souviens bien de ton cours, dans un dosage par titrage, on va toujours chercher à déterminer une quantité de matière ou une concentration, puisqu'on est en train de réaliser un dosage. Mais puisque c'est un cas particulier de dosage, donc ici les titrages, on va venir faire réagir un réactif titrant avec un réactif titré. Et c'est là qu'on va parler d'équivalence. Donc l'étape 2, elle est détaillée ici dans l'énoncé, donc vu comment est tournée la question, on va directement aller ici, puis on va voir si on arrive à répondre qu'avec ce morceau-là, sinon on lira le reste. Alors bien sûr, le jour du bac, prend 10 minutes pour lire tout l'énoncé une première fois avec les questions, et après on revient aux questions dans un second temps. Dans l'étape 2, on nous dit que la quantité de matière NFE2+, est déterminée, donc on nous dit bien que c'est cette quantité de matière qui est déterminée. Donc ça, a priori, c'est le réactif titré, Fe2+. À l'aide d'un titrage, et on nous précise après les ions Cr2O7-, qui vont servir à titrer le réactif titré. Cr2O7-, c'est donc le réactif titrant, celui qui sert à réaliser le titrage. Question 5, à partir de l'exploitation de la figure 2, montrez que la quantité de matière des ions Fe2+, qui ont été versés en excès vaut environ 3,6 millimoles. Alors attention, ici il y a un double M, c'est pas une erreur, c'est millimol. 10-3 mol. Et sachant que la figure 2, elle ressemble à ça. On a une conductivité mesurée en fonction d'un volume de solution versé. Et ça, c'est vraiment une courbe typique des titrages par conductimétrie que tu vas rencontrer. Si tu en as déjà fait en exercice, ça devrait vraiment te parler ici. On voit qu'ici, à ce niveau-là, on a ce qu'on appelle une rupture de pente. C'est-à-dire que si on relie les points à gauche, ici, on a une première droite en vert. Et si on relie les deuxièmes points ici, on a une deuxième droite en rose. Et à l'intersection des deux, ici, on a ce qu'on appelle la rupture de pente. Et si on reporte vers l'abscisse ce point-là, on trouve ce qu'on appelle le volume équivalent, qui vaut ici environ 12 ml. Alors j'ai pas été super précis dans le résultat, si tu trouves 12 ml, que tu écris 12,5, 12, 12,5, 13, bref, quelque chose dans ces eaux-là, a priori t'as les points. Bon, par contre, si tu commences à écrire 11 ou 14 par exemple, bon bah là t'es pas trop dans la zone, là t'auras pas les points a priori. Ou en tout cas, pas la totalité. Bon, c'est bien beau, on a le volume équivalent, mais on n'a pas encore répondu à la question. Ici, celle-ci, elle était un petit peu plus compliquée, puisqu'elle faisait faire pas mal de calculs dans la question. L'équation de la réaction support du titrage, on nous l'a donnée aussi, et elle s'écrit sous la forme que tu as sous les yeux. Donc par rapport à ce que tu peux avoir au lycée, on peut dire qu'on est sur le max de ce que tu peux avoir comme complexité d'équation de réaction. J'ai pas d'exemple en tête où ça soit plus compliqué que ça. Pour autant, c'est pas insurmontable du tout. Ici, on l'a dit, ce qui nous intéresse, c'est l'espèce titrante, celle-ci, et l'espèce titrée, celle-là. Donc là, ici, on doit faire appel à notre cours. On sait que à l'équivalence, on a cette relation qui peut s'écrire. Alors pourquoi cette relation? Tout simplement parce qu'on a la quantité de matière de l'espèce titrante, divisée par le nombre stoichiométrique devant. Donc pour rappel, le nombre stoichiométrique, c'est ce qu'on va trouver ici. Donc ici, il n'y en a pas, donc c'est 1. Est égal à la quantité de matière de l'espèce titrée, donc Fe2+, divisé par le nombre stoichiométrique devant, donc ici 6. Ça traduit le fait qu'il faut à chaque fois 6 ions Fe2+, pour réagir avec un seul ion Cr2O7-. Il en faut donc 6 fois plus à l'équivalence. Bon, si on écrit ça autrement, on a NFe2+, qui est égal à 6 fois NCr2O7-. Et comme N est égal à C fois V, on a la quantité de matière Cr2O7- à l'équivalence, qui est égale à la concentration de l'espèce titrante, donc ici qu'on avait appelé C dans l'énoncé, fois le volume qui est versé à l'équivalence, c'est-à-dire le volume équivalent justement. Et ici on l'a appelé VE. Donc là on est parti, on peut regarder si on a tout ce qu'il nous faut pour faire l'application numérique. Donc le 6 ici, ça reste 6. La concentration, on nous l'a donné dans l'énoncé, 5,0 fois 10-2. Et le volume équivalent, on l'a déterminé juste avant, 12 ml, donc en litres, 12 fois 10-3. On utilise la calculatrice et au miracle, on trouve 3,6 fois 10-3 mol. Donc dit autrement, 3,6 millimol. C'est bien ce qu'on nous demandait de trouver dans l'énoncé, heureusement. On passe à la question 6 dans laquelle on nous refait un peu de blabla. La quantité d'ions nitrate recherchée peut être calculée à partir de la quantité d'ions Fe2+, initialement introduite lors de l'étape 1, et à partir de la quantité d'ions Fe2+, titrée lors du titrage Fe2+. Et on nous donne la relation. Bon, a priori, si on nous donne une relation comme ça et qu'on nous demande de justifier cette relation, donc de retrouver cette relation, on peut partir du principe que cette relation, elle va servir dans la question juste après, ou la question 8. Donc c'est-à-dire pas beaucoup plus loin dans l'exercice. Ça, c'est juste parce que la personne qui a rédigé l'énoncé, elle n'est pas suffisamment sadique pour partir du principe que si vous n'arrivez pas à faire cette question, vous serez bloqué pour le reste de tout l'exo. Et ici, si tu as bien lu tout l'exo au départ, tu vois de quoi on parle. Mais pour tous les autres, je vais devoir quand même un petit peu expliquer ce qu'on est en train de faire. Ici, initialement, on a introduit une certaine quantité d'ions Fe2+. Et on a fait réagir ces ions Fe2+, lors d'une étape 1. On s'est arrangé pour qu'il en reste un peu à l'issue de l'étape 1.
Et dans l'étape 2, on détermine ce un peu, c'est-à-dire ce qui restait à l'issue de l'étape 1. Si on récapitule, à l'étape 2, on mesure combien il y a d'ions Fe2+, dans une solution, dans laquelle on en avait déjà fait disparaître, ou plutôt réagir, à l'issue d'une étape 1. Et ce qu'on nous demande ici, c'est de déterminer la relation qu'il y a entre la quantité de matière NO3-, donc ce qui nous intéresse ici dans l'exercice, et les deux quantités de matière Fe2+, c'est-à-dire ce qu'on a versé initialement et ce qui restait à l'issue de l'étape 1. Et pour répondre à cette question-là, on doit repartir des deux équations des deux étapes. Dans l'étape 1, on avait ce qu'on appelle l'équation 1, et le réactif limitant, c'était NO3-. On a donc cette relation qu'on pourrait retrouver à travers un petit tableau d'avancement si jamais on était vraiment motivé pour faire ça. C'est-à-dire que la quantité d'ions Fe2+, qu'il va rester, en excès, c'est égal à la quantité d'ions Fe2+, au total, donc ce qu'il y avait initialement, moins 3 fois la quantité d'ions NO3-. Pourquoi 3 ? Parce qu'on a 3 en coefficient stoichiométrique devant Fe2+. Ici, je te le disais, vraiment pour retrouver cette équation, on pourrait refaire un petit tableau d'avancement pour retrouver cette équation. Et donc ici, on a directement terminé. Si on écrit ça en isolant la quantité de matière NO3-, on obtient ça. Donc finalement, ce qu'on nous demandait de retrouver au départ. Et je te le disais, ici, la justification, on peut la faire de cette manière-là, ou à travers un petit tableau d'avancement si vraiment on veut être super rigoureux. Mais bon, ça marche aussi. Question 7. Calculer la quantité d'ion nitrate NO3- présente dans l'échantillon d'eau, et on nous demande dans un second temps d'en déduire que la concentration en masse en ion nitrate T2 vaut environ 33 mg par litre. Bon ici ça y est, on y est, je te le disais dans la question avant que la formule qu'on nous demandait de retrouver, on va sûrement s'en servir pas très loin après, en fait c'est juste là dans la question suivante. Donc on réécrit la formule. La quantité d'ion Fe2+ total, on l'a dans l'énoncé, c'est 4,0 fois 10-3. La quantité d'ion Fe2+ en excès, on l'a dans l'énoncé aussi, ou plutôt on l'a trouvé dans les questions avant, 3,6 fois 10-3. On n'a plus qu'à faire l'application numérique et on trouve une quantité de matière de 1,3 fois 10-4 mol. Bref, jusque-là, pas trop de soucis a priori. Et on vient là de répondre à la première partie de la question, on en passe maintenant à la concentration en masse, en ion nitrate, qu'on va appeler T2. Pour rappel, ça c'est ton cours, la concentration massique ou concentration en masse, c'est la même chose, ça se note Cm, et c'est égal à M, la masse, divisé par V, le volume. Ici ce qu'on cherche, c'est Cm, la concentration en masse, mais ici dans l'énoncé on l'a appelé T2, donc nous on va pas l'appeler Cm ici, on va l'appeler T2, toujours avoir une cohérence avec l'énoncé, même si dans le fond c'est la même chose. Le volume, il est donné dans l'énoncé, 250 ml, donc ça pas de problème, rien à faire. Et la masse, par contre, on la connaît pas, on va devoir la calculer à partir a priori de la quantité de matière. Donc c'est là qu'on va appliquer le mot en déduire. À partir de la quantité de matière, on en déduit la masse. Et donc on peut calculer Cm, la concentration massique. Formule de cours, toujours, de base de chimie. N, la quantité de matière, c'est égal à la masse divisée par la masse molaire. Donc N est égal à petit m sur grand M. Donc réécrit autrement, M, ce qu'on cherche ici, c'est égal à la quantité de matière fois la masse molaire. Ça tombe bien, la masse molaire de NO3-, on nous la donne dans l'énoncé. Heureusement, j'ai envie de dire, puisqu'on n'a pas à la connaître par cœur. Et donc, on peut directement faire l'application numérique. Et on trouve une masse de 8,1 fois 10-3 grammes. On revient à la formule que je t'ai présentée il y a quelques secondes. Donc la concentration massique, c'est égal à la masse divisée par le volume. Ici, la concentration massique, on l'a appelée T2 pour être cohérent avec l'énoncé. On refait l'application numérique, et on trouve T2 est égal à 3,2 fois 10-2 grammes par litre. Donc ça veut dire que pour T2, on trouve une valeur de 32 mg par litre, et donc bien environ 33 mg par litre. Alors ici, on tombe pas exactement sur la même valeur, probablement pour des histoires d'arrondi. Mais c'est pas très grave puisqu'on nous demandait de vérifier que T2, ça vaut environ la valeur qu'on nous donne ici. Question 8, calculer l'incertitude type UT2 de la teneur en ion nitrate, puis donner un encadrement de cette concentration en masse obtenue avec la méthode du titrage. Donc la deuxième méthode. Et pour faire ça, on nous donne ce blabla avec une grosse formule. Formule qui peut faire assez peur quand on n'est pas trop habitué à manipuler des formules assez grosses. Et ici d'ailleurs, c'est le seul but. Il s'agit de te faire réaliser une application numérique un peu costaud. Un peu plus dur que ce que tu as l'habitude de faire d'habitude. Et ce genre de petit calcul, je l'ai vu dans quelques sujets de bac, donc entraîne-toi à en faire. Il n'y a vraiment aucune difficulté, il faut juste pas se tromper, et puis a priori en avoir fait quelques-uns en entraînement. Donc là, c'est parti, on va avoir besoin de repérer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valeurs. Donc soit à partir des énoncés, soit par déduction de ce qu'on avait fait avant. T2, c'est égal à 33 mg par litre. On reprend la valeur de l'énoncé plutôt que ce qu'on avait trouvé, puisque pour rappel, nous on avait trouvé plutôt 32.
UC, c'est égal à 0,2 fois 10-2 mol par litre. C'est ça, hein, ce qu'il y a derrière le plus ou moins. Et C, bah, c'est ce qu'il y a devant le plus ou moins. La mesure. 5,0 fois 10-2. UVE, c'était donné dans l'énoncé, 0,5 ml. Et VE, c'était donné à partir de ce que nous, on a trouvé sur la lecture graphique, 12 ml. Pour le volume, c'est pareil, on nous donnait dans l'énoncé UV 0,2 ml, V 250 ml. Petite remarque, ici tu vois qu'on a UC et C qui sont en mol par litre, donc dans la grandeur on a des litres, alors que VE et V sont en millilitres. On pourrait tenter de faire des conversions d'unités ici, si vraiment on était bête et méchant, mais il n'y a pas besoin, puisque ce qu'on va faire à chaque fois ce sont des rapports, finalement, il faut juste qu'il y ait une cohérence d'unité entre ces deux valeurs à chaque fois. Là c'est le cas, puisque UV et V on a bien des millilitres, et pour les deux autres grandeurs aussi, on a de la cohérence, donc pas de problème de ce côté. Par contre, T2, il est bien en milligrammes par litre, donc l'incertitude type sur T2 qu'on va obtenir, elle sera en milligrammes par litre aussi. On réécrit la formule qu'on va devoir utiliser, on remplace par toutes les valeurs qu'on a obtenues en listant à droite. On fait l'application numérique. Bon, ici, je te donne un petit détail, tu pourras vérifier d'ailleurs si j'ai pas fait d'erreur, ça peut arriver. Et on trouve UT2 égale à 1,9 mg par litre. Alors attention ici, ce n'était pas précisé, mais généralement, les incertitudes type, on va garder un seul chiffre significatif. Et puisque l'objet ici, c'est de donner un encadrement prudent de la valeur, souvent on va encadrer par excès. Donc ici, UT2, ça serait plutôt 2 mg par litre. Ça veut dire que T2, c'est égal à 33 plus ou moins 2 mg par litre. Si on fait 33 moins 2, on obtient 31. Si on fait 33 plus 2, on obtient 35. Donc T2, c'est quelque part entre ces deux valeurs. Et c'est bien tout ce qu'on peut dire sur la valeur de T2 qu'on a déterminée dans cet exercice. Ça peut être n'importe quelle valeur entre 31 et 35. Question 9, on arrive à la fin, et bravo à toi si tu es arrivé jusqu'ici, tu fais partie des courageux. Conclure sur la potabilité de l'eau prélevée au regard des résultats obtenus par les deux méthodes de dosage étudiées. Pour rappel, T1 on a trouvé 32 plus ou moins 5 mg par litre, T2 33 plus ou moins 2 mg par litre, et l'Organisation mondiale de la santé, elle fixe la concentration maximale en ion nitrate dans l'eau à 50 mg par litre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser cette valeur. Bon ici on regarde au pire dans les deux méthodes ce qui se passe. 32 plus 5 ça fait 37, on est bien en dessous de 50, donc ça passe. 33 plus 2 ça fait 35, on est bien en dessous de 50, ça passe. Donc on conclut, l'eau elle est potable au regard des deux méthodes de dosage qu'on vient d'étudier. Et on vient de réaliser l'exercice 1 de ce sujet de bac et on a tous les points. Enfin, sauf si j'ai laissé passer une petite erreur de calcul, et dans ce cas-là, venez me la signaler en commentaire. Si cette vidéo elle t'a plu, va jeter un œil sur mon site. Tu y trouveras tout un tas de contenu pour t'aider à avoir de bonnes notes en physique-chimie et notamment au bac. Et aussi, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos.